Bonjour Étienne. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'inviter. J'espère que je vais faire ce qu'il faut pour... Mais bien sûr, tu vas faire forcément ce qu'il faut. Je t'ai invité parce que tu viens de publier sur le site AOC un texte en deux parties, un texte qui s'intitule « Le peuple à venir » qui est divisé en deux sous-textes. Le premier c'est « Union de la droite ou Front populaire » et le deuxième c'est « Pour un contre-populisme ». Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Tu reviens dans ce texte sur plusieurs choses. Déjà, tu expliques pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, avec notamment le rôle central de l'État, du pouvoir actuel et le moteur en fait que constitue le Rassemblement national. Et puis tu te poses aussi la question du Front populaire. Qu'est-ce que c'est que ce Front populaire? Qu'est-ce qu'il a à nous offrir? Quel est le rapport avec le Front populaire, notamment le 36? Vas-y. Mais non, je ne veux pas t'interrompre, bien que j'ai cette mauvaise habitude, mais bon, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, au lendemain du 9 juin, comme tout le monde, j'ai été choqué, doublement choqué. Naturellement, comme j'ai essayé d'expliquer dans ce texte, en un sens, on n'aurait pas dû l'être, parce que tout ça vient de loin, et qu'en somme, on aurait dû voir venir, mais enfin, c'est quand même un choc. Bon. Et puis, à ce moment-là, il s'est trouvé que AOC et son directeur m'ont demandé si je voulais essayer de réagir à l'événement. Bon, je me suis dit oui, parce que ça m'aidera moi-même, et puis on ne peut pas refuser ce genre de proposition. Mais ça s'est avéré évidemment un peu plus compliqué, d'autant plus que la situation a évolué rapidement. Et du coup, malheureusement, je ne sais pas si les lecteurs supporteront la chose, mais enfin, ça s'est transformé en un texte assez long et assez argumenté, dans lequel j'aborde différents points que tu viens d'évoquer. Alors, justement, le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là. Tu dis, j'ai été choqué, à la fois, je savais très bien que ça allait arriver, enfin, je veux dire, c'est la marche logique, en fait, de tout ce qu'on subit depuis maintenant des années, voire des décennies. Oui, il faut remonter loin. Exactement, il faut remonter loin. Mais justement, jusqu'où tu le fais remonter les causes de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Et surtout, quel est le moteur principal, selon toi, qui fait qu'aujourd'hui, l'extrême droite est en France aux portes du pouvoir? Bon, alors, le prof de philo a une terrible tendance à faire des petits 1, petit 2, petit 3, etc. Mais je te dirais que il me semble qu'il y a plusieurs aspects du problème et plusieurs ordres de grandeur, bon, si tu veux. Bon. Moi, je dis dans le texte que naturellement, il y a bien un danger fasciste en France, hein, bon, et que ce qui peut se passer dans 3 semaines, etc., c'est pas exactement l'arrivée du fascisme. Hein, bon. J'ai dit, j'ai repris le terme de populisme, on y reviendra peut-être, puisque contrairement à certains de mes amis, je déteste l'idée qu'il y a un populisme de gauche en face du populisme de droite, donc j'ai essayé d'employer une expression peut-être un peu énigmatique de contre-populisme, mais je pense que ce terme convient bien. Mais en même temps, j'ai dit ce populisme, qui est de droite, bon, et qui a des affinités évidentes avec ce qui se passe ailleurs dans le monde en ce moment, sous des formes à chaque fois un peu différentes. Partout, l'AfD en Allemagne, Orban, ce qu'on a appelé l'illibéralisme, etc. Bon, évidemment l'Italie, bon, est un fascisme en puissance. Hein, bon, et malheureusement, les choses peuvent très mal tourner et très vite. C'est pourquoi la réaction qui s'impose absolument a un peu un caractère pas de sauve qui peut, je dirais, mais enfin quand même de salut public, si tu veux. Bon, d'où une des comparaisons possibles et nécessaires avec 36. Bon. Alors si on pose le problème dans ces termes, il faut évidemment se demander pourquoi, d'où vient le fascisme français, et essayer de refaire un peu son histoire, naturellement. Bon. Donc alors il a été vaincu plusieurs fois dans des événements dramatiques, mais il a une tradition qui est quand même très profondément implantée dans l'idéologie française. Le nationalisme intégral, c'est la fameuse formule de Maurras, qui est le cœur du discours actuel du Front populaire, et dont le centre est du Rassemblement national. Du Rassemblement national. J'ai dit Front populaire. T'as dit Front populaire. Quelle horreur.
du Rassemblement national, bon, et dont le centre, au fond, est la vieille formule la France aux Français, il faut se débarrasser des étrangers et des immigrés. Tout ça a une très longue histoire qu'on a raison d'évoquer. Évidemment, les gens de ma génération, je suis un peu vieux, bon, dans une espèce de raccourci un peu terrible, essaie de récapituler ce qui s'est passé. Moi, je me souviens du moment où, pour la première fois, des gens du Front National, des politiciens du Front National ont conquis, ont remporté des victoires électorales dans les années 80, bon, et puis de tout ce qui s'est passé ensuite. Mais je pense que c'est une première généalogie, si on avait le temps. La normalisation, ou soi-disant normalisation du Rassemblement national, y compris le changement de nom, non seulement, enfin je veux dire, ne doit pas nous tromper, quoi, est vraiment un écran de fumée. Un camouflage. Bon, alors ensuite, il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, évidemment, c'est les transformations structurelles, hein, de la société française et des termes dans lesquels se présente le conflit social, hein, évidemment. Et ça, c'est quoi? C'est l'histoire du néolibéralisme, ou plus exactement, c'est l'histoire du démantèlement progressif de ce qui avait été le grand acquis des luttes de classe, il n'y a pas d'autre mot, quoi, évidemment, en France, bon, et aussi de l'orientation, on pourrait dire, progressiste ou démocratique, solidariste de l'État français pendant plusieurs générations, sous des directions socialistes ou d'autres, c'est-à-dire la mise en place d'un certain nombre de protections contre l'insécurité et la précarité qui est bon. Alors, depuis maintenant quelques décennies, évidemment, tout ça est progressivement déconstruit, hein, et il y a de plus en plus de gens qui se sentent dans des situations de détresse. Bon, dans la dernière période, évidemment, les choses s'aggravent dramatiquement, il y a une inflation qui les étrangle, il y a des tas de choses comme ça, puis il y a des trucs vraiment fondamentaux. L'effondrement du système scolaire est une des choses les plus épouvantables qui se soit produite en France dans la dernière période, et c'est pas du tout simplement le résultat du fait qu'on n'a pas pris les bonnes mesures, etc. C'est quelque chose de tout à fait délibéré, donc le dernier gouvernement a d'ailleurs apporté une pierre particulière. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi, dans une situation de ce genre, disons d'accroissement des inégalités sociales, de montée de l'incertitude ou de l'insécurité, les ouvriers, les employés, les paysans, même des artistes ou des intellectuels, des fonctionnaires, se tournent pas en quelque sorte tout naturellement vers la gauche ou vers des solutions de gauche. Et là, on touche à un énorme problème. Il ne s'agit pas de monter un procès facile, mais enfin quand même, il faut un sérieux examen de conscience. La gauche est en décomposition en France, et si elle est en décomposition en France, c'est en partie à cause de ces querelles internes, de l'esprit de chapelle, de la courte vue théorique, mais c'est aussi à cause de la façon dont elle a exercé le pouvoir ou a raté l'exercice du pouvoir. Comment veux-tu que les gens qui sont exaspérés et d'une certaine façon terrifiés, qui vivent dans la peur, j'en ai parlé, du monde environnant, se tournent tout naturellement vers la gauche socialiste, ou même en un sens plus large, après les expériences qu'ils ont faites au cours des dernières décennies, dont la plus flagrante, il a beau être candidat aujourd'hui sur une des listes du Front populaire, et celle de Hollande en 2012. Je pense qu'on est beaucoup à être conscient de ça, mais enfin il faut mesurer les effets de découragement et de dégoût que ça produit. Bon. Et puis alors ensuite, il y a, je suis peut-être un peu trop long, mais il y a un dernier élément qui me semble important de mettre en évidence, c'est
c'est la présidence, c'est les deux présidences Macron, c'est la présidence Macron. Hein. Et de ce point de vue, beaucoup de gens dans ce pays commencent à se poser des questions, je dirais pas psychopathologiques ou psychiatriques, mais enfin psychologiques à propos de la façon dont fonctionne l'esprit de ce président, qui lui donne d'une certaine façon d'ailleurs, qui lui a donné des capacités de réaction, de rebond dans des circonstances difficiles, parce qu'il est porté par une espèce de folie, quoi, si tu veux. Bon. Mais aussi par une sorte de paranoïa. Bon. Mais l'aspect le plus grave, je pense, pour nous, c'est qu'il ne se soit jamais rendu compte. Il a cru remporter une série de victoires sur des oppositions, sur des mouvements populaires qui percevaient comme des défis, alors qu'en fait c'était des protestations et même des cris de colère et d'inquiétude de la société tout entière, parce qu'il avait trouvé la parade qui permettait à la fois de les battre à plat de couture et de les ridiculiser. Bon, ne prenons que deux exemples et arrêtons-nous là. Premièrement, les Gilets jaunes. Bon, alors, moi je suis de ceux où on s'est beaucoup interrogé à gauche sur l'ambivalence du mouvement des Gilets jaunes. Moi, ce que j'avais trouvé remarquable, c'est justement que les Gilets jaunes ne tombaient pas, ce qu'on avait d'une certaine façon annoncé, automatiquement ne versaient pas à droite, si tu veux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont eu au contraire des inventions qui relèvent de la démocratie. Bon, alors Macron monte des débats pour sortir soi-disant par le haut de cette circonstance. Il va parader dans toutes les municipalités de France en bras de chemise. Il montre qu'il est capable de damer le pion, de tenir tête à n'importe quel objecteur, de damer le pion à n'importe quel interlocuteur qui n'a pas sa rhétorique, etc., etc. Et donc il pense qu'il a gagné. Hein, il pense qu'il a gagné. Il ne se rend absolument pas compte du ressentiment gigantesque que ceci produit. Mais il y a encore pire, évidemment, qui est l'affaire de la révolte, de la protestation contre la réforme des retraites. Donc, je pense que ce qu'on paye en ce moment, et on le paye très très lourdement, et ça risque de nous coûter extrêmement cher, c'est justement le fait que ce gouvernement et ce président aient cru qu'on pouvait en effet se servir d'instruments légaux, mais à la limite de la constitutionnalité, pour non seulement faire rentrer dans les rangs, mais pour broyer, si tu veux, pour broyer une opposition aussi forte, aussi majoritaire dans le pays tout entier. Bon, ben ça y est, l'heure de la revanche a sonné. Hein. Et malheureusement, ça nous ramènerait au point précédent, mais vu la faiblesse historique de la gauche en France, dont j'espère qu'elle va trouver les moyens de se ressaisir, parce que c'est le moment ou jamais, tout ça est exploité par la droite. Ce qui veut dire qu'à mon avis, tous les Français qui vont voter pour le Front National ne sont pas des fascistes, hein, mais ils peuvent le devenir. Hein, bon. Et puis on reparlera, j'imagine, de la question de l'immigration et du racisme. Alors oui, justement, on va revenir sur les trois points que tu viens d'aborder. D'abord, la structuration de la société, le projet de la gauche, et puis le rôle aujourd'hui de ce qui reste du macronisme et de la façon dont on a exercé le pouvoir. Mais d'abord, sur la structuration de la société, c'est intéressant parce que tu dis en gros, la société, évidemment, elle a évolué, et il y a cette détresse, la déréliction de beaucoup de services publics, notamment de l'école que tu as rappelé. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque on voit notre système de santé qui se pète la gueule, notre système éducatif qui se pète la gueule, qu'on a peur de cette mondialisation auquel on n'arrive pas à appartenir, on n'arrive pas à en faire partie, et on voit tout ce qui se passe, et c'est assez terrifiant. Qu'est-ce qui fait que on se dit, tiens, la solution, c'est l'extrême droite raciste? Parce que, ou plutôt, est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils se sont opposés à la réforme des retraites, ils ont un projet de reconstruction de nos services publics, je le dis en très gros guillemets, que aujourd'hui il y a 40% des votants qui votent Rassemblement National, ou est-ce que c'est aussi, voire avant tout, parce qu'ils ont un projet pour la société française raciste?
Ouais, c'est la question la plus difficile. La question à 10 000 balles. Je ne sais pas si je suis capable de répondre par des formules simples. Hein. Bon, mais si tu veux, je me permets de te répondre par un très léger détour en prenant les choses plus positivement, on pourrait dire d'une certaine façon, c'est-à-dire du côté du programme du Fonds populaire, justement. Bon, je pense que c'est... bon, ce programme a été bâti très vite, mais enfin, il tient la route, il fait l'objet de ce qui est inévitable de tentatives de dénigrement multiples, en particulier sur le plan de la faisabilité économique. Je crois qu'il y a un certain nombre d'économistes qui ont dit non pas que c'était une autoroute, mais que c'était faisable. Hein, que c'était faisable. Et donc il y a beaucoup de mesures, et en particulier celles qui concernent le niveau de vie, et d'autres encore. Mais je pense que c'est un point tout à fait fondamental d'avoir mis au centre la question des services publics. La question des services publics. La question des services publics dans l'histoire française du dernier demi-siècle a toujours été centrale. Et c'est autour de cette question que se noue un rapport très étroit entre la conscience, l'existence même des citoyens et le fonctionnement de l'État, qui est un rapport de dépendance, si tu veux, d'un côté, bon, et donc de passivité d'une certaine façon, hein, bon. Et puis d'autre part, ce qui est beaucoup plus positif, de confiance et de solidarité. Hein, bon. Alors déjà au moment du Covid, on avait tous essayé de réfléchir à ça. Moi j'avais écrit un texte, l'État, le public, le commun, pour dire il y a trois notions. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on puisse dire que les services publics sont des services que d'une certaine façon les citoyens se rendent à eux-mêmes, à travers leurs impôts, à travers leurs contributions, à travers le très grand nombre d'entre eux qui en fait remplissent des fonctions de service public. Ça va depuis les employés municipaux ou même la police de proximité jusqu'aux profs, aux médecins et tout ça. C'est toute une partie de la société qui travaille en quelque sorte pour elle-même. Mais il faut que l'État, il faut évidemment que l'État coordonne, organise juridiquement, finance, réforme, rénove, etc. Bon. Alors quand l'État se met à fonctionner non pas comme l'organisateur de ce grand service que la société se rend à elle-même, mais au contraire comme son démolisseur, on pourrait dire les choses de ça, ce qui est l'essence même du néolibéralisme d'aujourd'hui. Bon. Donc c'est ce qu'a fait Thatcher en Angleterre il y a 40 ans et ce que font maintenant les gouvernements successifs de Macron. Mais déjà le gouvernement socialiste précédent est allé dans ce sens. Il se produit une sorte de... Si tu veux, c'est une faille qui s'ouvre dans la confiance que les citoyens se font à eux-mêmes et qu'ils font à leur gouvernement ou à la société dans laquelle ils vivent. Alors naturellement, il y a là-dedans des éléments que dans le vieux jargon marxiste, on pourrait appeler des éléments de lutte des classes, parce que c'est profondément lié à la question des inégalités. On voit bien que la distance se creuse dramatiquement entre les possibilités des riches qui vont dans des écoles privées ou qui vont se faire soigner dans des cliniques qui seront préservées et les gens qui au contraire auront à faire face à la paupérisation des services publics. Donc, mais le fond, j'espère que ce n'est pas du psychologisme infantile, le fond du problème, c'est cette détresse, si tu veux, qui tu démontres. Alors, maintenant, tu poses la question de savoir comment tout ça se transforme en une adhésion à un projet raciste. En une adhésion à un projet raciste. Ben, il faut qu'à un moment donné, et là le Front National évidemment et d'une façon générale le fascisme ou le néofascisme travaille la chose depuis très très longtemps et réussit en quelque sorte à accrocher l'une à l'autre, je dirais,
deux types d'inquiétudes. D'un côté, l'État nous abandonne, et de l'autre, on n'est plus chez nous. De l'autre, on n'est plus chez nous. Bon. Alors, l'idée qu'on n'est plus chez nous, bon, c'est fondé sur une certaine représentation de la nation. C'est pour ça que j'ai dit dans mon texte, hypothétiquement, les vieux internationalistes dans mon genre. C'est pas que j'ai jamais considéré que la nation était une fausse construction artificielle. Bon. Et en plus, justement, dans notre histoire politique, l'histoire de la gauche française, il y a des grands moments, à commencer par la résistance, son conseil national et les effets qu'elle a eus ensuite, qui ont justement construit la sécurité sociale française, dans lequel il était absolument évident que démocratie, patriotisme et progressisme social étaient des choses qui allaient ensemble. Même l'école républicaine est une création de cette idée. Mais il faut bien reconnaître aussi, je fais mon mea culpa d'une certaine façon, si tu veux, que l'œil braqué d'une part sur justement le conflit entre le capital et le travail, donc la lutte des classes, son caractère internationaliste, bon. Et puis d'autre part, ça a pesé très lourd pour beaucoup d'entre nous, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui à travers les références à ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. La question du colonialisme et de l'anticolonialisme. Donc je reconnais que j'avais une sorte de méfiance à l'égard de l'idée nationale, c'est-à-dire que je me disais, au fond, invoquer la nation, ça servira toujours à des objectifs réactionnaires et à stigmatiser les étrangers, etc. etc. Bon. Et je pense que je me suis trompé, qu'on est un certain nombre à gauche à s'être trompé. Ça ne veut pas dire qu'on va adhérer au nationalisme. Je vois bien qu'il y a un danger de ce côté aussi. D'ailleurs, il n'est pas seulement en France. Hein, c'est ce que, si tu veux, en Allemagne, si on avait le temps d'aller se promener de ce côté-là, il y a en ce moment un parti issu de la gauche allemande, autour d'une figure emblématique qui a complètement effectué la jonction entre le nationalisme et le populisme. Attends, moi, juste pour bien comprendre ce que tu dis là, tu dis qu'il ne faut pas abandonner la nation à l'extrême droite. Il ne faut pas abandonner la nation à l'extrême droite. Donc il faut, si on veut, il faut naturellement résister pied à pied en démontrant le caractère insupportablement violent et inhumain. Il faut résister pied à pied à la xénophobie et au racisme. Bon. Et ce problème se pose déjà, mais si la droite ou l'extrême droite, plutôt l'extrême droite, mais je pense que toute une partie de la droite suit. Hein. Bon, tu as bien vu qu'à l'Assemblée nationale, Darmanin a fait voter la loi immigration avec les voix du Rassemblement national. Donc sur ce terrain, il n'y a pas d'antagonisme entre eux, il y en a, etc. Bon. Donc s'ils arrivent au pouvoir, tout ça va être multiplié par 10. Hein. Les projets sont déjà, etc. Bon. Donc on va se retrouver dans une situation où on aura besoin à la fois de défendre un certain nombre de nos concitoyens. Bon. J'espère qu'on y arrivera physiquement et surtout moralement et légalement, idéologiquement, et où il faudra continuer plus que jamais, bien sûr, à développer et à justifier un discours antiraciste, qui est le seul. Bon. Mais plus profondément, il faut qu'on repense la question de la nation. Bon. Et il faut qu'on la repense pour toute une série de raisons qui sont grosses comme des maisons devant nous aujourd'hui. Le fait qu'on vit dans un monde où la guerre est de plus en plus présente, et puis le fait que la politique française et la politique européenne, c'est comme les deux doigts d'une seule main. Je veux dire, nous sommes obligés d'affronter une situation française avec des ressources que nous puisons dans notre propre histoire et autour de nous, chez nos compatriotes et nos concitoyens. Mais on sait très bien, enfin j'espère qu'on est parfaitement conscient du fait que la France ne va pas évoluer en vase clos. Donc le problème, c'est aussi de savoir si on a
des solidarités, des points d'appui, des forces allant dans le même sens à l'échelle européenne ou pas. Donc ça oblige à se reposer aussi la question de savoir quel genre d'Europe on veut. Bon, alors moi j'ai toujours été, et je continue d'être à certains égards, un fédéraliste convaincu, sauf que évidemment le fédéralisme européen c'est pas un vrai fédéralisme, c'est un pouvoir technocratique et complètement dans les mains, au fond, du grand capitalisme d'aujourd'hui. Donc, évidemment, tout le monde, aujourd'hui, ça fait aussi partie du tableau dans la population française. Et il y a de bonnes raisons pour ça, voit dans l'Europe l'ennemi de leur existence et de leur indépendance. Bon. Alors, en face de ça, Madame Meloni, Madame Le Pen, maintenant, bon, se présentent plus comme des anti-européens, mais nous expliquent qu'ils sont pour l'Europe des nations, comme Orbán, tout ça. Bon, ils espèrent s'en servir à leur propre profit. Il faut aussi, quand le moment arrivera, parce que l'urgence immédiate, c'est sinon de gagner les élections, en tout cas d'empêcher le Rassemblement national de les gagner. Alors, tout à l'heure, quand j'ai donné le titre de ton premier papier, c'était l'Union de la droite ou Front populaire. Dans ton texte, l'Union de la droite, ou comme avant on disait l'Union des droites, mais c'est pas juste entre les Républicains et le Rassemblement national. Tu l'as mentionné là dans la réponse que tu viens de faire. C'est un peu plus large que ça. Toi, tu parles d'une alliance de fait entre le parti présidentiel ou au pouvoir et l'extrême droite. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette hypothèse? Pourquoi est-ce que tu l'as formulée? Je l'ai formulée parce qu'au moment où j'ai écrit le texte, donc il y a quelques jours maintenant, j'ai eu le sentiment que c'était une espèce de non-dit, si tu veux, des discussions et des pronostics qu'on lisait dans la presse ou qu'on entendait autour de nous sur les résultats potentiels de l'élection qui va avoir lieu. Bon, naturellement, tout le monde est dans les supputations, tout dépend du genre de résultats que vont donner les élections, donc de la composition de l'Assemblée, mais ce qu'on entendait le plus souvent, et qu'on entend peut-être encore aujourd'hui le plus souvent, c'est au fond, premièrement, l'hypothèse de moins en moins vraisemblable, Macron et son parti, qui d'ailleurs essaie par tous les moyens de se distancier ou de s'autonomiser par rapport à lui, parce qu'ils ont le sentiment qu'il les a mis dans une merde dont ils ne savent pas comment sortir. Bon. Mais on y reviendra peut-être. Bon. Donc, ou bien ils réussissent encore une fois le coup, ils ne sont pas les seuls à avoir utilisé dans l'histoire française récente. Nous sommes le rempart devant l'extrême droite, donc votez pour nous, etc. Bon. Ou bien le Front National, plus quelques alliés, ceux que tu évoquais tout à l'heure, bon, et plus le Front National montera, plus il y aura de gens, évidemment, à droite, dans la droite classique, qui seront tentés de s'allier avec eux, remporte une majorité qui lui permet d'imposer un régime de cohabitation. Alors on se met à spéculer sur les modalités de cette cohabitation, et la tonalité dominante, c'est ça ne peut que très mal se passer, parce que ces deux classes politiques antagonistes, leur langage n'est pas le même, leurs objectifs ne sont pas les mêmes, etc. Moi, je suis un vieux marxiste, je pense qu'il y a quelque chose qui pesera de toute façon très fort, et on le voit déjà s'esquisser, pour mettre en place, non pas une guérilla autodestructrice du macronisme et du lepénisme, mais une sorte de coexistence pacifique, hein, même si chacun d'entre eux conserve probablement des arrière-pensées de destruction de l'adversaire. C'est le patronat français qui leur dira, écoutez, vous vous aimez pas, mais... faut que ça tourne, faut qu'on puisse continuer à s'en foutre plein les fouilles. Bon. Mais j'ai poussé mon hypothèse un peu plus loin, et j'ai dit, il y a un certain nombre d'éléments qui au moins, je ne dis pas qui donnent à penser comme une issue inéluctable, hein, mais qui suggèrent qu'on ne raye pas purement et simplement de la carte sans y réfléchir,
une hypothèse différente, à certains égards monstrueuse, on pourrait dire, ou en tout cas, donc, qui est que pendant la campagne électorale, évidemment, Macron qui ne peut pas s'empêcher d'y intervenir à chaque instant, bon, et les dirigeants du Front National vont tirer les uns sur les autres à boulet rouge. Après quoi, ils vont chercher un compromis. Et alors, quels seront les termes du compromis? C'est une division des pouvoirs, évidemment. Le point, c'est pas le point d'honneur, c'est le point de vanité du président Macron, c'est le rôle international. De toute façon, c'est ce que sa fonction lui confère. Donc les termes de la négociation pourraient être quelque chose du genre: vous me laissez continuer de négocier avec les autres chefs d'État, etc. Mais moi, de mon côté, je vous laisse gouverner, mettre en place les mesures auxquelles, sur tout un certain nombre de points, il n'est pas lui-même en réalité hostile, parce qu'on voit bien quelle a été la dérive progressive. En même temps, ni de droite ni de gauche, ça n'a pas duré très longtemps. Mais dans tout un tas de domaines fondamentaux, en particulier ceux qui relèvent de l'ordre moral, etc., l'inclination du macronisme est déjà très orientée à droite. Donc je ne dis pas c'est ça qui va se passer, je suis complètement incapable de le prédire, et ça serait d'ailleurs ridicule. Mais je dis ne nous voilons pas la face, ne fermons pas les yeux sur cette possibilité. L'extrême droite si elle tient suffisamment de cartes en main, ce qui va dépendre des électeurs, et ce qui va dépendre aussi de la résistance de la gauche et de la puissance de cette idée de Front populaire, moi je l'espère et je le crois d'ailleurs, elle a plusieurs façons d'arriver au pouvoir et de négocier la suite. Dernière partie que je voudrais aborder avec toi. Tout à l'heure, tu as dit aujourd'hui, en gros, la gauche, elle est un peu à la peine à cause de deux facteurs principaux. Le premier, c'est ces guerres intestines, et le deuxième, c'est les exercices du pouvoir dans les dernières décennies. Il y a un point que tu n'as pas... Il faudrait être plus nuancé que ça. Si on prend les choses sur une suffisamment longue période, ne me fais pas dire ce que je ne dirais pas, que toutes les expériences de gouvernement à gauche ou d'union de la gauche, etc., se sont traduites purement et simplement par des échecs. Par des échecs ou par des trahisons. Bien sûr, c'est pas ça. Il a fait des conneries, mais en particulier une erreur de calcul, mais terrible au moment des élections présidentielles, mais je ne mets pas Jospin dans le même sac que Hollande. Bien sûr. Mais moi, je voulais aborder un troisième point donc, que tu n'as pas mis dans ces facteurs qui aujourd'hui empêchent une dynamique victorieuse, enfin peut-être que je me trompe, mais de la gauche, en tout cas une plus forte dynamique de la gauche, c'est la question du projet. Est-ce que tu considères que ce projet, ces dernières décennies, il a évolué, et si tant est qu'il ait évolué, vers où il a évolué? Et est-ce que c'est pas aussi ça le problème, c'est que le projet qui est porté par la gauche, les gauches, pas comme on dit, n'est plus tellement en adéquation avec ce qu'est aujourd'hui notre société? Tu sais, moi j'ai envie de dire, le projet, il est pour l'instant au point zéro, mais c'est parce que je fais une distinction, peut-être maximaliste, mais je fais une distinction entre un projet au sens fort du terme, qui a nécessairement d'ailleurs une dimension utopique, mais pas de façon négative, dans le sens positif, c'est-à-dire qui contient une imagination aussi concrète que possible de ce que pourrait être une autre société, une société dans laquelle les rapports de pouvoir et les formes mêmes de l'existence quotidienne seraient autres. Bon, donc un projet et puis qui réponde à un certain nombre d'urgences dramatiques de l'époque dans laquelle nous nous trouvons, dont la principale, qu'on le veuille ou non, c'est pas la seule, mais qui commande quand même
presque tout et qui est tout le temps maintenant repassé au second plan, et l'urgence climatique, environnementale. Bon. Parenthèse sur ce point, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui parlent et qui proposent, mais il y a une contradiction de fond, à laquelle la gauche, la seule à pouvoir l'affronter vraiment, n'a toujours pas trouvé de solution crédible. C'est la contradiction entre l'exigence, je dis ce que je pense, si tu veux, du changement de modèle industriel et économique, dont finalement la décroissance, c'est pas simplement qu'on va retourner manger des carottes au lieu d'acheter dans les supermarchés, mais c'est quand même un profond changement du mode de production et de consommation. Et puis d'autre part, la lutte contre les inégalités, l'amélioration du niveau de vie en France et ailleurs dans le monde. Donc d'un côté il faut produire plus et mieux distribuer, de l'autre il faut changer de modèle de production et même de genre de vie. C'est le grand défi, c'est la grande interrogation. On peut se demander d'ailleurs pourquoi les écologistes, qui sont ceux qui naturellement portent cette question, ont tellement de difficultés à la populariser. Bon. Alors, si ça c'est notre projet, bon, c'est pas la même chose qu'un programme pour des élections. Je suis d'accord avec toi, on n'a pas rien à foutre. Et donc, mais alors l'urgence immédiate, c'est de se battre dans les 3 semaines qui viennent pour un succès électoral, si possible, en tout cas une non-défaite, je dirais, hein, aussi, qui donne des moyens de continuer, qui donne du courage, qui donne des forces à la gauche française et derrière elle au peuple français. Ça dépend du sérieux, de la clarté, de la simplicité du programme qu'on propose, et j'ai le sentiment qu'on a fait ce qu'il fallait sur ce terrain. Mais dès maintenant, il faut penser à la suite. Et d'ailleurs, dans le texte que les 4 partis de gauche ont publié, je ne me souviens plus si c'était le 11 ou le 12, enfin quelque chose comme ça, celui dans lequel ils ont pour la première fois annoncé qu'ils allaient se mettre d'accord, il y a une petite ligne, je ne sais pas qui l'a écrite ou pourquoi, mais enfin elle est là, et que j'ai tout de suite trouvé très intéressante, qui dit, je cite de mémoire, il faudra qu'il y ait, en somme, dans la population, au niveau des citoyens eux-mêmes, volontaires pour y participer, des discussions qui permettent d'enrichir ce programme, de préciser les points qui pour l'instant ne l'ont pas été, et implicitement, c'est même peut-être dit sous cette façon, de nous aider à résoudre les contradictions qui subsistent entre les différentes forces de gauche sur des points fondamentaux. Bon, alors ces points fondamentaux, tu peux essayer d'imaginer, c'est des tas de choses. Ça va depuis l'attitude par rapport à la guerre en Ukraine, même si on s'est mis d'accord, et je pense qu'on a eu raison sur le fait qu'il fallait évidemment pas soutenir les Russes, mais défendre l'indépendance des Ukrainiens. Personne ne soutenait les Russes. Jusqu'à la façon de lutter contre le racisme, etc. Et d'autres questions encore. Bon, une façon de dire, et on est un peu dans l'utopie, mais c'est l'utopie dont nous avons un besoin vital, je pense que ce n'est pas les partis tout seuls qui vont sortir de leur chapeau d'une négociation entre leurs meilleurs techniciens, un projet qui fasse à nouveau de la gauche une force mobilisatrice à l'échelle de ce que j'appelle le peuple à venir. Et c'est là qu'on pense à la comparaison avec le Front populaire, même si on n'a pas le temps d'en parler. Si, c'était justement ma dernière question. Alors, on va y arriver, mais je veux dire, ce qui me mène directement, et c'est peut-être là-dessus que tu voulais m'attirer, etc., bon, non pas à faire du spontanéisme, du gauchisme facile, à crier autonomie, mais quand même à mettre l'accent, c'est un long développement dans le texte auquel tu viens te référer, sur le fait qu'un vrai Front populaire, c'est-à-dire l'émergence d'un peuple au sens politique du terme, au-delà d'une alliance électorale de partis, bon, donc une force
qui avance, qui propose par elle-même, qui pousse les partis, qui les contrôle d'une certaine façon, et qui ne se contente pas de mettre son bulletin de vote ou de répondre à une offre qu'on lui fait, ça suppose évidemment un enracinement dans ce qu'on appelle communément la société civile. Bon. Et il me semble que de ce point de vue, le point d'appui qu'on a, c'est pas simplement des analyses sociologiques abstraites, il y a les intérêts des ouvriers, il y a les intérêts des employés, etc., ou des intellectuels, bon, ou les idées, si important que ce soit, mais c'est l'expérience qu'on a faite au cours de ces dernières années d'un certain nombre de mouvements, hein, qu'on a l'habitude d'appeler des mouvements sociaux, mais que moi, en l'occurrence, je préférerais appeler des mouvements populaires ou des mouvements civiques, des mouvements citoyens. Bon. Alors évidemment, j'ai parlé tout à l'heure des Gilets jaunes ou du mouvement contre la réforme des retraites, il y en a d'autres, on peut essayer de les énumérer, ils n'ont pas tous la même forme. Certains ont été en quelque sorte écrasés, y compris par la répression policière. D'autres, au contraire, sont toujours là. Le féminisme, les soulèvements de la terre, d'autres choses encore auxquelles on pourrait penser. Bon, ils sont très hétérogènes, ils sont très contradictoires les uns avec les autres, mais je ne vois pas d'autre espoir, même si c'est très, très général, très abstrait de dire ça comme ça, que d'imaginer une sorte de convergence, de rencontre, ou comme j'ai dit, d'intersection entre les forces qui les portent. Hein. Alors évidemment, en ce moment, on est dans une situation terriblement défensive, c'est pas le meilleur moment. Je ne dis pas qu'on est dans une situation désespérée, mais on est quand même dans une situation défensive. Hein. Ce qui risque de se produire dans 3 semaines, c'est la droite au pouvoir, donc c'est un pas de plus dans la direction du fascisme. On se bat pied à pied, on essaie de convaincre tous les gens qui nous entourent. Il ne faut pas se laisser faire. Mais virtuellement, cette question est posée aussi. Il ne faut pas enterrer ce qui vient de se passer au cours des dernières années. Mais ce sera ma dernière question, mais dans une certaine mesure, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a eu certes cet accord de partis, mais derrière, tu as des pans entiers de la société aujourd'hui qui sont dans la bataille depuis la dissolution, que ce soit à la fois les syndicats, qui ont pris position pour certains d'entre eux contre le Rassemblement national et pour le Front populaire, je pense notamment à Sud Solidaire et la CGT, ce qui est quand même non négligeable. Toutes le mouvement féminisme, les mouvements féministes, sont aussi dans la bataille. Les soulèvements de la terre et les mouvements écolos sont aussi dans la bataille pour le Front populaire. Ils ont tous dit que leur priorité c'était le vote pour le Front populaire. Voilà. Mais donc, dans une certaine mesure, le Front populaire, parce que dans ton texte, tu dis est-ce que c'est le Front populaire ou est-ce que c'est le cartel des partis de gauche? Oui, j'ai trouvé des expressions comme c'est François Ruffin qui a trouvé l'idée du Front populaire, mais on a bien vu tout de suite qu'elle éveillait des échos au-delà de quelques individualités. Bon. Donc elle appelle la comparaison avec une époque dans laquelle, très différente de celle d'aujourd'hui, qui succédait immédiatement à une guerre dans laquelle des millions de Français s'étaient fait transformer en charpie dans les tranchées, une révolution qui avait bouleversé le monde entier, une crise économique mondiale. On n'est plus tout à fait dans cette société-là. Mais la question de l'initiative citoyenne est plus posée et plus présente que jamais. Espérons simplement que, parce que ces mouvements, ils ne vont pas se rencontrer j'enfonce une porte ouverte, mais je veux dire, ils ne vont pas se rencontrer et s'embrasser les uns les autres à travers leurs participants ou leurs représentants par enchantement ou par l'opération du Saint-Esprit. Bon, il y en a un en particulier dont on n'a pas encore parlé, mais on l'a tous à l'esprit, moi je l'espère, c'est le mouvement des quartiers ou des banlieues. Bon, qui n'a jamais disparu depuis, parce qu'il est en but, alors en premier chef,
au racisme quotidien, non seulement le racisme systémique, mais le racisme d'État, le racisme policier, les discriminations, un très grand ressentiment aussi. Ulysse Rabaté a écrit des choses très intéressantes là-dessus, avec d'autres, avec vis-à-vis des partis de gauche, parce qu'on va les chercher au moment où il faut voter dans le bon sens. Et puis ensuite, alors ça a l'air de changer un petit peu dans cette campagne, dans la désignation des candidats, même si j'ai des réserves sur certaines des procédures qui ont été suivies. Enfin, mais bon, on leur demande de marcher comme des petits soldats, et puis après on les oublie, quoi, on les oublie. Bon. C'est l'auto-organisation des quartiers que naturellement la droite et l'extrême droite qualifient immédiatement de séparatisme, communautarisme, quand c'est pas islamo, je ne sais quoi. Bon, est un mouvement populaire d'une très grande force et d'une très grande importance. Et ça ne va pas fusionner du jour au lendemain comme par enchantement avec une grève ouvrière ou une mobilisation des femmes. Hein, bon. Alors tu mentionnais le syndicalisme, évidemment, moi je suis, à cause peut-être de ma propre histoire, j'allais dire de mon arbre généalogique, je suis non seulement heureusement frappé, mais très profondément satisfait de voir que dans ce pays le syndicalisme n'est pas mort, hein, qu'il a réussi à s'unifier au moment de la lutte contre la réforme des retraites, et que la défaite ou la nécessité où il s'est trouvé de battre en retraite, hein, tout simplement tu ne pouvais pas, on n'allait pas déclencher une insurrection dans la rue après que l'Assemblée nationale ait voté la réforme Macron. Mais l'unité est toujours là apparemment, hein, et le syndicalisme n'est pas mort, et le syndicalisme, c'est pas les partis, hein. Il y a des liens entre eux, mais c'est vraiment un élément tout à fait important, je trouve, de la politique démocratique. J'ai une toute dernière question, Étienne. Le Front populaire, tu as parlé des attaques sur la cohérence des propositions économiques, etc. Mais en vérité, il est aussi porté... il y a un autre stigmate qui est apposé sur le Front populaire, c'est le rapport à l'antisémitisme, mais qui fait du mal, hein, genre on le voit. C'est nauséabond, exactement. Nauséabond. Et donc, j'en parlais avec... Je ne veux pas qu'il n'y ait rien à objecter, qu'il n'y ait rien à dire à propos de l'antisémitisme dans la société française et même dans la gauche française. Si on commençait à entrer dans les détails, on serait obligé de constater que malheureusement, il y a aussi des erreurs, et plus grave que ça, des conceptions gravement erronées dans toute une partie de la gauche française. Mais selon premièrement, ça n'a absolument rien de comparable avec la tradition, la profonde tradition antisémite de la droite française. Bon. Et le fait que la question de l'antisémitisme serve de manipulation, hein, d'instrument de manipulation en ce moment de l'opinion publique, oui, c'est nauséabond. Mais il y a des gens qui réagissent bien à ça. Je ne voulais pas prononcer de nom, tu vois. Enfin, j'ai déjà dit que Hollande ne pouvait pas se blanchir du jour au lendemain, mais enfin... mais au lendemain même de la conclusion de l'accord de gauche, Glucksmann a été soumis à une pression énorme et au grand jour pour déclarer, alors là vraiment toute une partie de la presse française et les porte-paroles du gouvernement et la droite, etc., ou même peut-être l'extrême droite, l'ont soumis à une pression intense pour qu'ils disent « Ah ben non, moi je ne veux pas faire alliance avec la France insoumise parce que c'est des antisémites, etc. » Et je l'ai entendu un matin sur, je ne sais plus où, sur France Inter, je l'ai trouvé parfait parce qu'il n'a pas gommé les conflits qu'il y avait ou qu'il y avait eu, mais il les a renvoyés dans leur coin en leur disant « C'est pas du tout ça le problème. Et vous n'allez pas m'instrumentaliser de cette façon. » Alors, ceci dit, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on sorte à gauche de cette querelle par le haut, hein,
de cette querelle par le haut. C'est-à-dire, premièrement, qu'on reconnaisse, contrairement à ce qu'ont dit certains, Mélenchon pour ne pas le nommer, que l'antisémitisme en France n'est pas résiduel, et que même il est toujours prêt à ressurgir. Bon, naturellement, ces racines ne sont pas localisées dans telle ou telle communauté d'origine maghrébine ou moyenne-orientale, etc. Elles sont dans toute la société. Bon. Et d'un autre côté, évidemment, l'antisémitisme n'est pas, loin de là, la seule forme de racisme meurtrier qui se développe en France. Donc, ça fait, le terme d'islamophobie a été quasiment illégalisé en France. Il y a d'autres pays, c'est encore pire, mais c'est très difficile. En tout cas, dans l'enseignement, c'est impossible. C'est un mot que tu n'as pas le droit d'utiliser. Bon. Et immédiatement, quasiment traîné devant les tribunaux. L'islamophobie est une réalité massive. Donc, il faut traiter les deux. Et il faut une grande conscience et une grande plateforme et un grand discours de lutte contre le racisme qui ne privilégie personne et qui ne laisse aucune de ces formes dans l'ombre. Et je pense que la gauche devrait être capable de ça. Eh ben, merci beaucoup Étienne, ça fait beaucoup de choses à faire maintenant jusqu'au premier et au deuxième tour des élections législatives et même après. Merci beaucoup Étienne. Merci à toi.